Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes le 16 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Anne Marchand. Bonjour, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine. 5 ans après la pandémie du Covid, quelles sont les entreprises qui s'en sont le mieux sorties ? Ce qui se passe, c'est qu'on crée beaucoup d'entreprises de services, voire de soins, mais par contre, on ne fabrique et on ne produit quasiment plus rien. L'objectif européen de neutralité carbone est fixé à 2050, mais en 2025, où en est-on ? Il faut dès à présent rénover 615 biens par jour en Belgique. Dans la suite de votre épisode, vous retrouverez les journalistes de Trends Tendance pour découvrir la nouvelle économiste en chef de BNP Paribas, tandis que l'experte boursière commentera les mauvais résultats des marchés. Z sur 7 à la une. En mars 2020, malgré la crise du Covid, la création d'entreprises en Belgique ne s'est pas essoufflée. Cette année-là, plus de 120 000 nouvelles sociétés ont vu le jour dans le pays, soit une augmentation notable par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, environ 2/3 d'entre elles sont toujours actives. C'est ce que révèle une étude menée par Trends Business Information qui s'interroge toutefois sur la véritable solidité de ces structures. Si la majorité ont été fondées en Flandre, les entreprises établies en Wallonie et à Bruxelles, où l'on observe un effet lié à la dynamique des grandes villes, semblent faire preuve d'une meilleure résilience. Paul Flich, analyste Trends Business Information. Alors, l'effet des grandes villes, c'est quoi ? C'est le fait qu'on peut créer facilement une entreprise, voire une micro-entreprise, et ça peut aller jusqu'à l'indépendant complémentaire, sans avoir de réelle activité et sans avoir réellement de besoin de rentabilité non plus. Mais ça veut dire que des entreprises survivent sans représenter en fait une réelle valeur ajoutée pour l'économie du pays. En tête du classement des secteurs les plus résilients figurent plusieurs professions du domaine financier. Les soins de santé occupent quant à eux la 3e place, une performance encourageante bien qu'insuffisante pour combler la pénurie persistante dans ce secteur. Il y a beaucoup de créations dans les soins de santé, mais bien souvent, ce sont les mêmes personnes qui multiplient les activités. On peut être médecin ou infirmier en hôpital et avoir une activité complémentaire sur le côté. Et c'est pas pour ça qu'on a 2 personnes actives dans les soins de santé. Et ça fait qu'on a une belle création d'entreprises qui créent de la valeur ajoutée dans les soins de santé, mais pas forcément beaucoup plus de personnes. Les travaux d'infrastructure s'en sortent également plutôt bien, tout comme le secteur agricole. Toutefois, dans ce dernier cas, résilience ne rime pas nécessairement avec prospérité. Viennent ensuite les domaines les plus durement touchés. Sans surprise, l'Horeca et le secteur automobile figurent parmi les plus affectés. Le grand perdant reste néanmoins celui des services de distribution, avec près de 70% de faillites. Forcément, en 2020, l'e-commerce a connu un boom et donc les livraisons aussi. Il y a eu un effet d'aubaine et de nombreuses petites entreprises ont été créées, mais sans réel capital et donc sans aucune résistance. Maintenant qu'on est revenu à une vie économique beaucoup plus normale, ces entreprises souffrent, voire arrêtent leurs activités. Et il faut noter d'ailleurs que c'est le secteur d'activité en Belgique qui a le plus haut taux de faillite interne. Globalement, le taux de création d'entreprises en 2020 s'avère plutôt satisfaisant. C'est davantage la nature même de ces nouvelles structures qui suscite l'interrogation. Ce qui se passe, c'est qu'on crée beaucoup d'entreprises de services, voire de soins. Alors c'est très bien pour la population, mais par contre, on ne fabrique et on ne produit quasiment plus rien. La réindustrialisation qui a été appelée par nos politiques ces dernières années ne se produit pas. Ce qui veut dire que l'économie des nouvelles entreprises de services qui tournent en Belgique tourne en fait sur le stock d'argent qui existe déjà et n'en crée pas de nouveau. Z sur 7 à la une. Pour atteindre l'objectif européen de neutralité carbone d'ici 2050, une vaste rénovation du parc immobilier sera indispensable. En Belgique, 99% des maisons et 95% des appartements ne répondent pas aux normes actuelles. La tâche de mise à niveau s'annonce donc titanesque. Marc Delforge, responsable prêt durable chez BNP Paribas Fortis. Pour mesurer l'enjeu de ce challenge d'avoir des rénovations et une neutralité carbone en 2050, il faut se rendre compte qu'il faut dès à présent rénover 615 biens par jour en Belgique, ou 170 000 par an.
BNP Paribas Fortis a mené une enquête auprès de près de 12 000 propriétaires dans 8 pays européens. Il en ressort que, comparé aux autres, les Belges ont tendance à surestimer le coût des travaux et à minimiser les bénéfices d'une rénovation énergétique. Il y a en effet un paradoxe dans la rénovation immobilière et la perception que le Belge en a. D'un côté, 8 Belges sur 10 sont conscients qu'il faut rénover les bâtiments. Et d'un autre côté, 7 Belges sur 10, et c'est plus que la moyenne, pensent que le coût est très élevé pour faire ces rénovations et ne mesurent pas encore complètement l'avantage qui pourrait compenser ce coût de rénovation. La banque recommande une meilleure information des candidats à la rénovation énergétique ainsi qu'un dialogue élargi impliquant l'ensemble des acteurs concernés, y compris les pouvoirs publics. La concertation avec les autorités publiques, avec les fournisseurs d'énergie, avec les spécialistes du secteur immobilier est absolument nécessaire pour qu'on arrive à avoir un effet assez important sur ce sujet. Deuxièmement, nous devons améliorer l'accès au crédit et c'est ce que nous faisons dans notre offre de crédit en, par exemple, offrant la possibilité à nos clients d'emprunter à 30 ans quand il s'agit d'un bien énergétiquement performant. BNP Paribas Fortis estime que les copropriétaires devraient accorder plus d'attention aux rénovations énergétiques. Le processus décisionnel au sein des copropriétés reste souvent lent, alors qu'une mise à niveau des parties communes pourrait jouer un rôle clé en améliorant significativement la qualité du marché résidentiel en Belgique. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. En ce moment, Donald Trump secoue le monde, mais ne tire-t-il pas une balle dans le pied des États-Unis ? L'Europe pourrait-elle en profiter ? Sébastien Buron, journaliste à Trends Tendance, a longtemps évoqué la situation avec Isabelle Mathéos-Ilago, la nouvelle économiste en chef de BNP Paribas. Alors, qui est-elle ? Réponse en compagnie d'Olivier Mouton. Isabelle Mathéos-Ilago, en fait, est donc la nouvelle chief economist, comme on dit en anglais, économiste en chef du groupe BNP Paribas, donc de la grande banque française, où elle est entrée en fonction dans ce rôle d'économiste à l'été dernier, fin de l'été dernier, et en succédant à notre compatriote William de Velder. Donc voilà, donc c'est l'économiste numéro 1 de la plus grande banque de la zone euro. Alors, vous avez fait son entretien publié dans le magazine cette semaine. Le titre, c'est « Les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied », une citation. Dans quel sens ? Bien dans le sens où on l'a déjà beaucoup lu, on l'a beaucoup dit. Les États-Unis, la signature américaine en a pris un coup avec les 100 premiers jours de Trump et la mise en place de cette droits de douane. Donc c'est surtout la confiance dans la signature américaine, dans ce que peut représenter le pays et son économie, qui en a pris un coup. Mais ce qui est assez intéressant dans le discours d'Isabelle Mathéos-Ilago, c'est que parallèlement à cette perte de confiance dans l'économie américaine et dans sa monnaie, dans le roi dollar, ce qu'elle nous dit, c'est que l'Europe a beaucoup de cartes en main pour s'en sortir et ne va peut-être pas nécessairement être aussi affaibli qu'on peut l'imaginer. C'est plutôt contre-intuitif parce qu'a priori on dit souvent que l'Europe a beaucoup à perdre, notamment parce que c'est le premier partenaire commercial de la plupart Oui, mais elle des replace pays. quand même les choses à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle que les exportations européennes sont conséquentes mais ne représentent entre guillemets que 10% de l'export européen vers les États-Unis. Et que donc cela veut dire qu'elle nous rappelle que les exportations européennes se font surtout entre les pays membres de l'Union. Donc il y a surtout un commerce intra-européen. On a une capacité de réagir. On a une capacité d'absorber le choc et de réagir, et surtout si on approfondit encore un peu davantage le marché intérieur. Et par ailleurs, il y a une bonne nouvelle simultanée, c'est que l'Allemagne, qui est quand même une économie évidemment importante en Europe, vient d'ouvrir les mannes budgétaires. Donc ça, est-ce que ça compense ça aussi, oui, là aussi, il y a une sorte de capacité d'absorption qui a été aussi renforcée par la fuite de capitaux.
Je veux dire, il faut rappeler aussi que de nombreux capitaux ont fui les États-Unis par crainte de la situation. Exactement, qui sont venus se loger et se réfugier en Europe, ce qui a fait baisser, je dirais, les taux d'emprunt des différents pays en Europe. Et donc aujourd'hui, les investissements dans l'armée, les investissements dans l'infrastructure auxquels sont confrontés la plupart des pays européens pourraient se faire paradoxalement à un coût de financement moins élevé que ce qu'il n'était avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il y a un début de prise de conscience à Washington même? Parce que on voit que, malgré tout, sur les droits de douane, il fait marche arrière à plusieurs égards. Il y a maintenant des négociations ouvertes avec la Chine, avec aussi une suspension. Donc, prise de conscience, surtout, ce qui s'est passé, c'est que, et là, Isabelle Mathéos le rappelle très bien, c'est que ceux qui dictent un petit peu de plus en plus l'agenda du président américain, ce sont les marchés. Ce sont les nouveaux sages. Les nouveaux sages. Ce sont les marchés qui le font plier. Ce sont les marchés qui le font reculer. Donc, prise de conscience, oui et non. Je pense surtout que Trump, qui a quand même un peu écouté ses conseillers, et notamment Scott Bessent, pour lui dire que de jouer avec les taux américains, avec la dette américaine, c'était peut-être pas une très très bonne idée, et que donc il fallait d'une certaine manière apaiser un peu les esprits, se calmer et ne pas trop fanfaronner. Alors, dernière chose, on sait aussi que un autre économiste, par exemple Bruno Coleman, met en avant le risque la perspective d'une stratégie bien délibérée, notamment visant à faire affaiblir le dollar. Est-ce que le statut de référence de la monnaie américaine est en danger? Alors, ce que nous dit Isabelle Mathéos, qui a discuté de ça effectivement à Washington et dans les cénacles, les hautes sphères financières du monde, c'est que la volonté, donc ce fameux plan, ce coup d'État monétaire imaginé par Stephen Miran de Mar-a-Lago, qui vise je dirais, à déprécier le dollar, à tordre la main et le bras aux Européens et au reste du monde pour financer la dette américaine à un taux nettement plus favorable. Ce plan, il existe, il est sur la table, tout le monde en parle, mais bon, voilà, tout le monde n'est pas certain que la Maison-Blanche et que ses conseillers veuillent vraiment passer à l'acte. On connaît les armes qui ont été évoquées. Le Colt est sur la table, avec les fameuses swap lines que Trump pourrait désactiver. Mais voilà, donc on n'en est pas là. Mais le mal est fait. Ça, c'est ce que nous dit. En termes de confiance. En termes de confiance vis-à-vis du dollar. Le statut du dollar a été quelque peu ébranlé et c'est difficile de faire marche arrière. Donc aujourd'hui, de nombreux investisseurs, gestionnaires de fonds, etc., comme je l'ai dit au début de notre entretien, ont pris les devants, ont réalloué leurs actifs et sont venus déposer et placer de l'argent en Europe et ont retiré des fonds aux États-Unis. La préoccupation est en tout cas là. Je retiens que dans son entretien, elle souligne qu'à la dernière réunion annuelle du FMI à Washington, l'ambiance était soucieuse à un degré historique. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Hier, les marchés boursiers ont terminé dans le rouge. Comment interpréter cette inversion de tendance? Caroline Palumbo de BNP Paribas nous aide à y voir plus clair. Donc on a effectivement l'Europe qui démarre dans le rouge, qui finit dans le vert. On sent que l'euphorie de lundi et mardi est clairement en train de se tasser. On est dans une grosse saison, une grosse période, de publication des résultats. Il faut savoir aussi que les négociations sont toujours en cours, elles sont assez lourdes, elles se font pays par pays, voire région par région, ce qui est problématique pour la visibilité. Alors, ce dont les marchés ont besoin, c'est de catalyseurs supplémentaires positifs et assez tranchés pour pouvoir les interpréter. Or, vous évoquiez ici les chiffres de la croissance en Europe. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal au niveau de l'Union européenne, mais au niveau des États-Unis, les ventes en détail ont déçu. Donc voilà, le contexte reste un petit peu ambivalent. Donald Trump se trouve actuellement au Moyen-Orient, où il mène des négociations, notamment avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces pourparlers en cours ont des répercussions diverses sur les marchés.
Oui, on voit par exemple donc que cet accord avec l'Arabie Saoudite de 600 milliards de dollars, je le rappelle, est là clairement pour trouver une alternative à la Chine. Le but, c'est de booster tout ce qui est intelligence artificielle. Les valeurs technologiques ont bien performé d'ailleurs hier. Et à contrario, toutes ces négociations, enfin ces discussions avec l'Iran, qui ont pour objectif alors de trouver des alternatives au niveau énergétique, porteront plutôt sur le nucléaire. Et là, on voit le pétrole qui chute. Fin des marchés européens de cotation, on est à moins 4%. Le secteur pétrolier est confronté à un défi supplémentaire au-delà de la question de la demande, celui de la neutralité carbone. Récemment, la branche néerlandaise des Amis de la Terre a engagé une nouvelle action en justice contre Shell. Mais de quoi s'agit-il précisément ? Donc il faut savoir que Shell est un peu attaqué de toutes parts par différentes ONG. Ici, ce sont les Amis de la Terre, en tout cas son pendant néerlandais. Donc il y a déjà un premier jugement en mai 2021 qui le pousse la société à réduire ses émissions de carbone de 45% en 2019 et 2030. Je rappelle que pour l'Europe, l'objectif, c'est moitié d'émissions de CO2 pour 2030. Or, Shell, ici, clairement, a fait de nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz qui représentent, je lis le chiffre, 5,2 milliards de tonnes de CO2 qui pourraient être émis, ce qui représente plus d'1 milliard d'émissions de véhicules par an. Donc c'est colossal. Et là où le bas blesse, c'est qu'en plus, ces investissements sont prévus après 2030. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez antinomique qui est incompatible avec la stratégie de neutralité carbone qui est logiquement annoncée pour l'Europe. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Pour vous accompagner ce week-end, vous retrouverez Jean-Pascal Ledoux ainsi qu'Hamid Faljaoui pour son regard sur l'actualité de la semaine écoulée. Je vous souhaite déjà un bon week-end. Merci de votre fidélité à Z sur 7.